Dans les annales de l'histoire musicale, peu de destins ont été aussi tragiquement prévisibles que celui de Michael Joseph Jackson. L'homme qui avait révolutionné la danse, transformé la musique populaire et captivé des milliards d'âmes à travers le globe, s'apprêtait à vivre ses dernières heures dans une solitude que seuls les véritables génies connaissent. Le 25 juin 2009 ne ressemblait à aucun autre jour dans l'histoire du divertissement mondial. C'était le jour où la musique perdrait son roi, où l'innocence de l'enfance perdrait son défenseur le plus ardent, et où le monde découvrirait que même les plus grandes étoiles peuvent s'éteindre dans l'obscurité la plus totale. L'histoire que nous nous apprêtons à raconter n'est pas seulement celle d'une mort prématurée. C'est le récit d'un homme pris au piège entre son génie artistique et sa fragilité humaine, entre les attentes du monde et ses propres démons intérieurs. C'est l'histoire d'un système qui a échoué à protéger celui qui avait donné tant de joie à l'humanité. L'année 2009 s'ouvrait sur ce qui aurait dû être le chapitre le plus glorieux de la carrière de Michael Jackson. À 50 ans, l'artiste qui avait dominé les années 80 et marqué à jamais l'industrie musicale, s'apprêtait à entreprendre ce que les médias qualifiaient déjà de comeback du siècle. Pourtant, derrière cette façade étincelante se cachait une réalité bien plus sombre et complexe. Les négociations pour ce qui deviendrait la série de concerts This Is It avaient commencé dans un contexte financier désastreux. Michael Jackson, malgré sa fortune colossale accumulée au cours de sa carrière, se trouvait dans une situation économique précaire. Les estimations les plus conservatrices évaluaient ses dettes à 400 millions de dollars, un gouffre financier qui semblait impossible à combler par les moyens traditionnels. L'origine de cette débâcle financière était multifactorielle. Les procès successifs, notamment l'affaire de 2005 qui l'avait innocenté mais épuisé émotionnellement et financièrement, avaient drainé ses ressources. Les frais d'avocat, les coûts de sécurité, l'entretien de Neverland Ranch, et un mode de vie dispendieux avaient créé un cercle vicieux dont il semblait impossible de s'extraire. C'est dans ce contexte que Randy Phillips, PDG d'AEG Live, approcha Michael avec une proposition qui semblait résoudre tous ses problèmes, une résidence de concert à Londres qui pourrait générer des centaines de millions de dollars. L'idée initiale était modeste, 10 concerts au légendaire O2 Arena. Mais l'ampleur de la demande dépassa toutes les prévisions. Lorsque les billets furent mis en vente le 13 mars 2009, un phénomène extraordinaire se produisit. En quelques heures, plus de 750 000 personnes s'étaient inscrites pour acheter des places. Le site web d'AEG s'effondra sous le poids des connexions simultanées. Les 10 concerts initiaux se transformèrent rapidement en 50 représentations, étalées sur plusieurs mois, de juillet 2009 à mars 2010. Pour Michael, cette réaction du public représentait à la fois une validation et un fardeau écrasant. D'un côté, elle prouvait que malgré les années de controverses et d'absence des scènes, son public lui restait fidèle. De l'autre, elle créait une pression énorme, 50 concerts à guichet fermé, devant 50 000 spectateurs chaque soir, dans l'une des salles les plus prestigieuses du monde. Les contrats signés avec AEG étaient complexes, et rétrospectivement, révélateurs des tensions qui allaient s'intensifier dans les mois suivants. Michael devait recevoir $1 million par concert, plus un pourcentage sur les ventes de marchandises et les droits de diffusion. Mais ces revenus étaient conditionnés à sa capacité à assurer l'intégralité des représentations. Toute annulation non justifiée médicalement pourrait entraîner des pénalités considérables. Plus troublant encore, le contrat stipulait qu'AEG avait le droit de choisir et de rémunérer l'équipe médicale de Michael pendant la durée de la préparation et de la tournée. Cette clause, apparemment anodine, allait se révéler fatale. Elle plaçait la santé de Michael entre les mains d'une entreprise dont l'intérêt principal était le succès commercial de la tournée, créant un conflit d'intérêts fondamental. Dès le début des répétitions au Staples Center de Los Angeles, ceux qui connaissaient Michael intimement remarquèrent des changements inquiétants. Karen Fay, sa maquilleuse depuis plus de 25 ans, fut l'une des premières à exprimer ses préoccupations. Michael, qui avait toujours été mince, semblait avoir perdu encore plus de poids. Ses vêtements flottaient sur son corps, et elle devait constamment ajuster le maquillage pour masquer la fatigue qui marquait ses traits. Il y avait quelque chose dans ses yeux, raconta-t-elle plus tard lors du procès de Conrad Murray. Une tristesse profonde que je n'avais jamais vue auparavant. Même pendant les moments les plus difficiles de sa carrière, Michael gardait une étincelle, une joie intérieure quand il parlait de musique. Cette fois, c'était différent. Kenny Ortega, le réalisateur et chorégraphe de This Is It, développa rapidement une relation paternelle avec Michael. Ortega, qui avait travaillé sur les tournées précédentes de Michael, était habitué à ses exigences de perfectionnisme. Mais ce qu'il observait en 2009 le troublait profondément. Michael semblait parfois déconnecté de la réalité,
perdu dans ses pensées, incapable de se concentrer sur les répétitions. Les séances de travail révélaient un pattern inquiétant. Michael arrivait souvent en retard, parfois de plusieurs heures. Quand il était présent, son énergie fluctuait énormément. Certains jours, il était l'artiste brillant que le monde connaissait, innovant, créatif, repoussant les limites de ce qui était possible sur scène. D'autres jours, il semblait absent, comme si son esprit était ailleurs, dans un lieu que personne ne pouvait atteindre. Travis Payne, le chorégraphe principal, développa des stratégies pour s'adapter à ces variations d'humeur et d'énergie. Il créait des routines flexibles, permettant à Michael de donner le meilleur de lui-même quand il en était capable, tout en maintenant la progression du spectacle. Mais même Payne, pourtant optimiste de nature, commençait à s'inquiéter. Michael parlait beaucoup de legacy, se souvient Payne. Il répétait sans cesse qu'il voulait que ce spectacle soit parfait, qu'il représente tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il voulait transmettre. Il y avait une urgence dans sa voix, comme s'il savait que c'était sa dernière chance. Dorian Holley, le directeur vocal qui accompagnait Michael depuis l'époque de Bad, remarquait des changements dans la voix de son ami. La puissance était toujours là, mais quelque chose avait changé dans le timbre, dans l'émotion qui transparaissait. Il chantait comme s'il voulait dire au revoir, confiera-t-il plus tard. C'est dans ce contexte tendu qu'AEG prit la décision d'engager un médecin personnel pour Michael. La justification officielle était que les répétitions intensives et le stress de la préparation nécessitaient une surveillance médicale constante. En réalité, cette décision révélait l'inquiétude grandissante des organisateurs face à l'état de leur star. Conrad Robert Murray était un cardiologue de 56 ans dont la carrière avait été marquée par des succès professionnels, mais aussi par des difficultés financières personnelles. Diplômé de l'école de médecine de l'université de Nashville, il avait exercé au Texas et au Nevada, bâtissant une réputation solide dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Cependant, en 2009, Murray traversait une période difficile. Ses cliniques perdaient de l'argent, il était poursuivi pour des dettes impayées, et ses relations personnelles étaient compliquées. Quand l'opportunité de devenir le médecin personnel de Michael Jackson se présenta, avec un salaire de $150 000 par mois, Murray y vit la solution à tous ses problèmes. La relation entre Murray et Michael avait commencé quelques années plus tôt, quand le médecin avait traité l'un des enfants de Michael à Las Vegas. Michael avait été impressionné par le professionnalisme de Murray et sa capacité à créer un environnement rassurant. Quand AEG proposa d'engager un médecin personnel, Michael suggéra naturellement Murray. Ce que ni Michael ni AEG ne réalisaient pleinement, c'était que Murray arrivait avec ses propres problèmes et ses propres motivations. Le salaire proposé représentait plus que ce qu'il gagnait en un an dans ses cliniques. Cette pression financière allait influencer tragiquement ses décisions médicales dans les semaines suivantes. Dès son arrivée dans l'équipe de DC-Sit, Murray fut confronté à la réalité complexe de l'état de santé de Michael. Le chanteur souffrait d'insomnie chronique, un problème qui l'affectait depuis des décennies. Les origines de cette insomnie étaient multiples, le stress constant de la célébrité, les douleurs physiques résultant d'anciennes blessures, et les traumatismes psychologiques accumulés au fil des années. L'accident lors du tournage de la publicité Pepsi en 1984 avait laissé des séquelles durables. Les brûlures au cuir chevelu nécessitaient des traitements réguliers et causaient des douleurs chroniques. Plus tard, une chute lors d'un concert à Munich avait causé des problèmes de dos persistants. Ces douleurs physiques, combinées à la pression psychologique de sa carrière, avaient progressivement conduit Michael vers une dépendance aux médicaments antidouleurs. Murray découvrit que Michael prenait régulièrement des benzodiazépines, lorazépam, diazépam, pour l'anxiété et le sommeil, ainsi que des opiacés pour la douleur. Mais le plus troublant était la demande spécifique de Michael pour le propofol, un anesthésique puissant normalement utilisé uniquement en milieu hospitalier. Michael appelait le propofol son lait, en référence à sa couleur blanchâtre. Il avait découvert cet anesthésique lors d'interventions chirurgicales et avait réalisé qu'il procurait un sommeil profond et réparateur, sans les effets secondaires des somnifères traditionnels. Ce que Michael ne comprenait pas, c'était que le propofol n'induit pas un véritable sommeil mais une anesthésie générale, et que son utilisation en dehors d'un environnement médical contrôlé est extrêmement dangereuse. Murray était parfaitement conscient des risques. En tant que cardiologue, il savait que le propofol pouvait causer un arrêt respiratoire et cardiaque, surtout en combinaison avec d'autres sédatifs. L'utilisation de ce médicament nécessitait une surveillance constante et un équipement de réanimation immédiatement disponible. Pourtant, face aux demandes pressantes de Michael et à la pression d'AEG pour maintenir le chanteur en état de performer,
Murray prit la décision fatale d'accepter d'administrer le propofol à domicile. Cette décision violait tous les standards de la médecine moderne et mettait la vie de Michael en danger immédiat. À 12h55, ils décidèrent de transporter le corps à l'hôpital UCLA Medical Center, à 15 minutes de là. Ils descendirent la civière dans l'escalier, passèrent devant les enfants en pleurs, devant Kate Chase qui priait à genoux dans la cuisine. Dehors, les premiers paparazzi étaient déjà là. Les sirènes hurlèrent dans les rues de Los Angeles. Dans l'ambulance, les paramédics continuèrent la réanimation pendant tout le trajet. Ils savaient que c'était fini, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Pas pour Michael Jackson. Pas pour le King of Pop. À 14h26 précise, le médecin urgentiste prononça l'heure officielle du décès. Cause immédiate, arrêt cardio-respiratoire. Cause profonde, intoxication aiguë au propofol et benzodiazépine. Le Monde apprit la nouvelle à 14h44, heure de Los Angeles. Les chaînes de télévision interrompirent leur programme. CNN, BBC, TF1, toutes les grandes chaînes passèrent en édition spéciale. Les présentateurs, la voix brisée, lurent le communiqué. À New York, Times Square s'arrêta. À Paris, les cafés se figèrent. À Tokyo, des adolescentes s'effondrèrent dans la rue. À Londres, les fans déjà rassemblés devant l'O2 Arena pleurèrent comme si on leur arrachait une partie d'eux-mêmes. À l'hôpital, Jermaine Jackson arriva le premier, suivi de la Toya, de Janet, de toute la fratrie. Ils se tinrent dans un couloir blanc, sous les néons crus, attendant une nouvelle qui ne viendrait jamais. Quand le médecin sortit, tête baissée, ils comprirent avant même qu'il parle. La Toya hurla. Jermaine frappa le mur. Janet pleura en silence, comme elle l'avait toujours fait. Dehors, les fans affluaient déjà. Des centaines, puis des milliers. Ils déposèrent des fleurs, des lettres, des peluches, des disques vinyles. Certains prièrent, d'autres chantèrent Heal the World a cappella. La police dut boucler le quartier. Dans les heures qui suivirent, les questions fusèrent. Comment? Pourquoi? Qui? L'autopsie révéla l'horreur. 14 substances différentes dans le sang, dont une dose massive de propofol, un anesthésiant qui n'a rien à faire dans une chambre à coucher. Murray devint l'homme le plus haï de la planète. Mais derrière lui, il y avait tout un système, AEG Live qui avait signé pour 50 dates sans jamais demander un vrai bilan de santé, les managers qui fermaient les yeux, les amis qui disaient « yes » à tout, les médecins complaisants, les avocats voraces, les fans qui voulaient encore plus, toujours plus. Michael voulait juste dormir. Il voulait juste que la douleur s'arrête. Il voulait juste que le monde arrête de lui demander d'être invincible. Et dans la nuit du 23 au 24 juin, quand il avait dansé une dernière fois sous les projecteurs du Staples Center, il avait tout donné. Chaque pas, chaque note, chaque sourire était un adieu qu'il n'a jamais prononcé à voix haute. Il avait regardé Kenny Ortega dans les yeux et avait dit, avec ce sourire d'enfant, « C'est ça. On y est presque. » Il savait, peut-être. Pas consciemment. Mais quelque part, au fond de lui, il savait. Le 25 juin 2009 à 14h26, le King of Pop s'est éteint. Mais la musique, elle, ne s'est jamais tue. Elle résonne encore dans chaque cœur qui a un jour dansé sur Billy Jean, pleuré sur Human Nature, rêvé sur Thriller. Et quelque part, dans une maison vide de Holmby Hills, 3 enfants ont grandi trop vite. Et une cuisinière a gardé, toute sa vie, une assiette prête, au cas où il redescendrait demander ses pancakes à la banane. Parce que Michael Jackson n'est pas mort ce jour-là. Il s'est simplement transformé en lumière. Et cette lumière, personne ne pourra jamais l'éteindre. La réunion du 20 juin 2009 dans la maison de Michael à Carolwood Drive restera dans l'histoire comme un moment charnière où tout aurait pu changer. Étaient présents Randy Phillips et Paul Gongawar d'AEG Live, Kenny Ortega, Frank DiLeo, le manager de Michael, et Conrad Murray. L'atmosphère était tendue dès le début. Phillips était clairement frustré par les retards et les annulations qui mettaient en péril le calendrier serré de la production. Les coûts s'accumulaient, la pression des investisseurs montait, et la réputation d'AEG était en jeu. Kenny Ortega présenta ses observations avec la franchise qui le caractérisait. Il expliqua que Michael montrait des signes évidents de détresse physique et psychologique, qu'il était incapable de se concentrer, et que forcer les répétitions dans ces conditions était non seulement improductif mais potentiellement dangereux. Michael a besoin d'aide, insista Ortega. Il ne peut pas continuer dans cet état. Nous devons soit reporter la tournée, soit trouver un moyen de l'aider vraiment. C'est à ce moment que Conrad Murray prit la parole avec une assurance qui surprit l'assemblée.
Il rejeta catégoriquement les préoccupations d'Ortega, affirmant que Michael était en parfaite santé physique et mentale. Selon Murray, les problèmes observés étaient simplement dus au stress normal de la préparation d'un spectacle de cette ampleur. Plus troublant encore, Murray exigea que toutes les décisions concernant la santé de Michael lui reviennent exclusivement. Il demanda à Ortega et aux autres membres de l'équipe de ne plus intervenir dans les questions médicales et de lui faire confiance pour maintenir Michael en état de performer. Cette intervention de Murray eut un effet immédiat. Phillips, soulagé d'entendre que les problèmes de Michael n'étaient pas aussi graves qu'Ortega le suggérait, choisit de faire confiance aux médecins. Après tout, Murray était un docteur qualifié, payé spécifiquement pour s'occuper de la santé de Michael. Michael lui-même semblait réconforté par les paroles de Murray. Il promit de revenir aux répétitions et de donner le meilleur de lui-même. Cette promesse, faite avec la sincérité qui le caractérisait, convainquit l'assemblée que la crise était passée. Pourtant, ceux qui connaissaient vraiment Michael perçurent quelque chose de différent dans son attitude ce jour-là. Il semblait résigné plutôt que motivé, comme s'il acceptait un destin qu'il ne pouvait pas changer. Après la réunion, Murray prit Michael à part pour une conversation privée. Ce qui fut dit entre eux reste un mystère, mais les événements des jours suivants suggèrent que Murray rassura Michael en lui promettant de résoudre ses problèmes de sommeil de manière définitive. Les 3 derniers jours de la vie de Michael Jackson furent marqués par un contraste saisissant entre ses performances publiques et sa détérioration privée. Fidèle à sa promesse lors de la réunion du 20 juin, Michael revint aux répétitions avec une détermination qui surprit son entourage. Le 21 juin, il arriva au Staples Center avec une énergie renouvelée. Il travailla sur plusieurs numéros, notamment Smooth Criminal et The Way You Make Maître Phil, avec une précision et une passion qui rappelaient le Michael d'autrefois. Kenny Ortega, soulagé de voir cette amélioration, commença à espérer que la crise était vraiment passée. Cependant, ceux qui observaient attentivement remarquaient des détails troublants. Michael portait plusieurs couches de vêtements malgré la chaleur de Los Angeles, comme s'il avait constamment froid. Il buvait beaucoup d'eau mais mangeait très peu. Entre les numéros, il s'asseyait souvent, la tête entre les mains, comme s'il luttait contre une fatigue écrasante. Le 22 juin fut une journée plus difficile. Michael arriva en retard et semblait moins concentré que la veille. Il eut du mal à mémoriser certaines parties de la chorégraphie qu'il connaissait pourtant parfaitement. À plusieurs reprises, il dut s'arrêter au milieu d'un numéro, prétextant des problèmes techniques ou des ajustements nécessaires. Dorian Holley remarqua que la voix de Michael, bien que toujours puissante, portait une émotion différente. Il chantait comme s'il voulait dire quelque chose d'important, se souvient-il. Chaque note semblait chargée d'un sens particulier, comme s'il savait que c'était important. C'est le 23 juin que Michael offrit ce qui allait devenir sa dernière performance complète. Cette soirée, filmée pour les archives de la production, révèle un artiste qui puise dans ses dernières réserves d'énergie pour créer quelque chose de magique. La répétition du 23 juin 2009 restera à jamais gravée dans la mémoire de ceux qui y ont assisté. Arrivé vers 18h30 au Staples Center, Michael semblait différent des jours précédents. Il y avait dans son regard une clarté, une détermination qui contrastait avec la confusion des semaines précédentes. Kenny Ortega avait planifié une répétition générale complète, incluant les effets spéciaux, l'éclairage, et tous les éléments techniques du spectacle. Pour la première fois depuis le début des répétitions, tout l'équipement était opérationnel, créant l'illusion d'un véritable concert. Michael commença par Wanna Be Startin' Somethin', et dès les premières notes, il était évident que quelque chose d'exceptionnel se produisait. Ses mouvements étaient précis, fluides, empreints de cette grâce naturelle qui avait fait sa renommée. Il ne se contentait pas d'exécuter la chorégraphie, il l'habitait, la transcendait. Travis Payne, qui dirigeait la chorégraphie, fut frappé par l'intensité de Michael cette nuit-là. Il dansait comme s'il voulait graver chaque mouvement dans l'éternité, raconta-t-il plus tard. Chaque geste était parfait, mais plus que ça, chaque geste avait un sens. Quand vint le moment de They Don't Care About Us, Michael se transforma littéralement. La chanson, qui dénonce l'injustice et l'indifférence sociale, prit une dimension prophétique dans sa bouche. Il chanta avec une urgence, une passion qui électrisa toute l'équipe présente. Ses mouvements étaient à la fois puissants et vulnérables, exprimant une douleur profonde mais aussi un espoir inébranlable. Dorian Holley, qui dirigeait les chœurs, remarqua que Michael improvisait certaines parties du chant, ajoutant des ornements vocaux qu'il n'avait jamais utilisés auparavant. Il expérimentait en temps réel, se souvient Holley.
C'était comme s'il découvrait de nouvelles façons d'exprimer des émotions qu'il avait gardées enfouies. Le moment le plus émouvant de la soirée fut l'interprétation de Billy Jean. Cette chanson, qui avait propulsé Michael vers la gloire mondiale, prit une dimension nostalgique et mélancolique. Il l'interpréta avec une maturité, une profondeur qui révélait tout le chemin parcouru depuis Thriller. Le moonwalk, ce mouvement iconique qu'il avait créé, fut exécuté avec une perfection technique absolue. Mais au-delà de la technique, il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont Michael glissait sur la scène, comme s'il flottait entre le passé et le présent, entre la terre et le ciel. Vers 23h30, après avoir répété Man in the Mirror, Michael s'arrêta au centre de la scène. Il regarda l'équipe assemblée et dit simplement « C'est ça. On y est presque ». Ces mots, prononcés avec un sourire fatigué mais satisfait, furent parmi les derniers qu'il prononça publiquement. Kenny Ortega s'approcha de lui et l'étreignit. « Tu as été magnifique ce soir », lui dit-il. Michael hocha la tête, serra la main de chaque membre de l'équipe, et quitta la scène avec la même grâce tranquille qui avait caractérisé toute sa performance. Personne ne réalisa que l'homme qui venait d'illuminer la scène du Staples Center ne remonterait plus jamais sur une scène. Plus de 10 ans après sa mort, Michael Jackson reste une figure complexe et fascinante. Sa musique continue d'inspirer de nouveaux artistes, ses innovations chorégraphiques sont toujours étudiées et imitées, et son message d'amour et d'unité résonne encore dans un monde divisé. Les images de sa dernière répétition, filmée le 23 juin 2009, sont devenues un témoignage poignant de son génie artistique. Elles montrent un homme qui, malgré sa souffrance personnelle, était capable de créer de la beauté pure, de l'émotion authentique, de la magie véritable. Ses enfants, Prince, Paris et Blanquet, maintenant appelés Biggie, ont grandi en portant l'héritage de leur père avec dignité et grâce. Ils ont choisi de se concentrer sur les aspects positifs de son message, continuant son travail humanitaire et préservant sa mémoire artistique. L'histoire des dernières heures de Michael Jackson nous rappelle que même les plus grandes stars sont des êtres humains fragiles, capables de souffrir, de douter, de lutter contre leurs démons intérieurs. Elle nous rappelle aussi l'importance de protéger ceux qui nous donnent tant de joie, de reconnaître les signes de détresse, et de ne jamais laisser les intérêts commerciaux primer sur le bien-être humain. Michael Jackson voulait guérir le monde avec sa musique. Dans sa mort tragique, il nous a peut-être enseigné quelque chose d'encore plus important, l'importance de la compassion, de l'attention aux autres, et de la responsabilité que nous avons tous de protéger ceux qui illuminent nos vies. Le King of Pop est parti, mais sa musique, son message, et les leçons de sa vie et de sa mort continuent de résonner. Dans un monde qui a souvent été cruel envers lui, Michael Jackson nous a laissé un héritage d'amour, de créativité, et d'humanité qui transcende la tragédie de sa fin prématurée. Si vous voulez rendre le monde meilleur, regardez-vous et faites un changement. Ces mots de Michael, tirés de Man in the Mirror, résument peut-être le mieux l'héritage qu'il nous a laissé. Un héritage qui nous invite à être meilleurs, plus compassionnels, plus attentifs à la souffrance des autres, et plus déterminés à créer un monde où la beauté et l'amour triomphent de l'indifférence et de la cruauté.